Bruno Aliwa, bonjour. Bonjour Monsieur le rabbin. Et bienvenue à notre émission du dimanche matin. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes médecin, vous êtes historien, mais également écrivain. Vous avez publié de très nombreux livres et plusieurs de ces livres portent sur la Seconde Guerre mondiale. Avant de parler du livre qui va nous intéresser aujourd'hui, vous avez publié par exemple Blouse blanche, Étoile jaune, Les 948 jours du ghetto de Varsovie, Le procès des médecins de Nuremberg, et vous venez de publier un très beau livre, Leur Seconde Guerre mondiale. Alors avant même de parler de ce livre, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui motive votre intérêt pour cette période de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce peut-être en particulier le fait que vous avez eu un grand-père qui a été déporté suite à la première rafle des Juifs de Paris? Indiscutablement, c'est une des raisons. Mais j'ai la chance d'avoir une double culture. Ma mère est ashkénaze, mon père est séfarade. Et j'ai eu la chance de vivre dans un milieu où on posait des questions. C'est-à-dire le fait que mon père n'avait pas vécu la période de la Shoah en France a fait qu'il n'avait pas cette retenue à poser des questions. Et donc, dans le milieu dans lequel j'ai vécu toute mon enfance, en particulier à Menton, où il y avait une grosse communauté de survivants de la Shoah, ou à Paris, souvent les gens parlaient de la Seconde Guerre mondiale, mais je me suis aperçu que, comme je l'explique dans le livre, la Seconde Guerre mondiale dure 2076 jours, mais souvent les gens ont retenu une journée particulière. Et la question que souvent les Juifs se discutaient entre eux, disaient « Que faisais-tu le 16 juillet 1942 ? Que faisais-tu le jour de la libération de Paris ? Que faisais-tu le 8 mai 1945 ?» Et donc, j'ai appris à connaître les événements historiques à travers, en fait, les témoignages des personnes. Alors, c'est vrai, votre livre fourmille d'anecdotes, on va y revenir, très intéressantes sur ces personnalités juives françaises qui seront les artistes de l'après-guerre. Mais il y a un point qui me semble très intéressant, c'est justement ces petites histoires dans la grande histoire. Pourquoi vous avez choisi en fait d'aborder l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec d'ailleurs beaucoup de clarté, de pédagogie, hein. Vous racontez la Seconde Guerre mondiale depuis la débâcle jusqu'à la libération, et puis vous donnez beaucoup d'anecdotes qui humanisent en quelque sorte cette histoire. D'où vous est venue l'idée de choisir cet angle pour aborder cette période noire de notre histoire? Quand on parle d'un événement, lorsqu'on parle juin 1942, promulgation de l'obligation de porter l'étoile jaune, c'est une ligne dans un livre d'histoire, c'est quelques pages dans des livres, mais je trouvais que c'était très important de voir le vécu des personnes. Or, je me suis dit que ce qui était intéressant, c'est de voir ces personnages célèbres que l'on a connus, qu'on l'on voit des fois à la télévision, de voir comment ces personnages ont vécu ces événements. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant et très important. C'est-à-dire que on parle du port de l'étoile jaune, de la honte qu'on peut avoir à porter une étoile jaune dans la rue, mais quand on voit un Serge Gainsbourg qui raconte son sentiment le jour où il est obligé de mettre une étoile jaune et de se promener dans la rue, et lorsque plus tard il va utiliser en fait sa notoriété pour en faire une chanson, ça montre en fait pour moi c'est beaucoup plus important et beaucoup plus vivant que dans un livre d'histoire. Or le plus souvent les historiens ont l'habitude de se focaliser sur les documents et c'est très bien. Or, je pense qu'il faut toujours tenir compte des témoignages et en particulier des témoignages qu'on connaît, des gens qu'on connaît, parce que c'est beaucoup plus marquant. Alors, exactement, c'est ce qu'on relève dans votre livre, c'est toutes ces anecdotes qui sont très nombreuses sur ces personnalités dont on va parler évidemment. Mais avant cela, une question que je voulais vous poser. On a l'impression dans votre livre que vous essayez de proposer au lecteur de se mettre dans les conditions de l'époque et de se poser la question, comment aurais-je agi si j'avais vécu à cette époque? Et on le voit d'ailleurs dans votre livre, les choses étaient rarement noires ou blanches, c'était plutôt dans du gris. Est-ce que vous avez voulu également susciter ce questionnement chez le lecteur? Oui, parce qu'en fait, je crois que quand on entend les personnes qui ont vécu cette période, il y a des phrases qui reviennent. Et souvent, lorsqu'ils jugent une personne, ils vous disent souvent « je me demande comment cette personne aurait agi pendant la guerre ». Et il y a des personnes sur lesquelles on n'a aucun doute, et d'autres, on a des doutes. Et je crois que c'est très intéressant parce que c'est un questionnement. C'est-à-dire que nous,
on connaît la fin de la Seconde Guerre mondiale, on sait ce qui va se passer. On sait que le jour où on demande à un juif de se faire recenser, c'est la première étape d'un processus d'exclusion qui va aboutir à la déportation et l'extermination à Auschwitz. Mais les gens ne le savaient pas. Et donc, mon idée, c'était un petit peu de raconter cette histoire. Alors, l'ouvrage, il n'y a pas que des personnages juifs, mais pour ce qui est des personnages juifs, je trouvais que c'était important de raconter cette progression et surtout de voir comment, d'avoir vécu cette période, ça leur a donné une force pour réaliser des choses extraordinaires par la suite. Et en fait, tous ces personnages juifs que je décris dans l'ouvrage vont avoir des vies parfois extraordinaires. C'est-à-dire, certaines personnes, ça va être des réussites hors du commun. Mais quand on imagine qu'un Nathan Darty fait partie du premier convoi des Juifs qui est emmené à Auschwitz, qui va passer 3 ans. Il va passer 3 ans, il sort d'Auschwitz et il crée le plus grand, l'enseigne Darty sur toute la France et dans le monde entier. Quand vous avez Trigano, qui est pourchassé pendant la guerre, qui est un petit enfant juif de Montreuil, qui se retrouve à la campagne, qui découvre les joies de la nature et qu'à la Libération, il a une soif de créer en fait une société de loisirs et ça va donner le Club Med. Et moi, je trouve que finalement, c'est ça la force de ces Juifs, c'est ils auraient pu finir névrosés, traumatisés, et au lieu de ça, ce qu'ils avaient vécu, en fait, comme l'a dit un ancien déporté qui est aujourd'hui décédé, il m'a dit « Le jour où je suis arrivé à Paris, à l'hôtel Lutetia, je me suis dit, ce que je vais vivre maintenant, c'est du rab. Mais ce rab, je veux le vivre à fond. Et je veux en profiter à fond. » Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ces gens qui vont utiliser, en fait, tout ce qu'ils avaient ressenti, ça va... Et en fait, ils vont souvent, cette période de la guerre, ils vont l'occulter. Ils vont la placer derrière dans une partie de leur cerveau. Ils vont mettre ça dans une petite boîte. Ils vont fermer cette boîte. Et ils n'oublieront jamais. Mais cette période de la guerre va être quelque chose d'ancré en eux, mais qui va leur permettre de vivre. Et je donne plein d'exemples. C'est-à-dire Barbara qui dit que le fait d'avoir été pourchassée, le fait d'avoir dû changer à nombreuses reprises de domicile, le fait d'avoir été dénoncée, ça va probablement façonner sa personnalité avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. Et je trouve que c'est ça que je voulais montrer un petit peu dans cet ouvrage. En fait, vous essayez un peu à l'encontre de l'idée commune qu'on entend souvent, que la guerre a été une source seulement de traumatisme et de destruction. Vous montrez qu'elle a permis aussi de créer et de donner l'envie de créer. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est votre approche très optimiste d'un moment difficile dans notre histoire, mais qui a finalement donné aussi du positif. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, finalement, pour beaucoup de Juifs, c'est une occasion, la période de la guerre, c'est une période où ils vont être traqués, où ils vont être des parias, où il va falloir changer de nom, où il va falloir vivre dans la clandestinité, où il va falloir avoir peur de tout le monde, de ne faire confiance à personne. Et en fait, ils vont en fait se nourrir de cette période pour... je sais pas, moi je donne souvent cet exemple, Charles Denner, né en 1926, il a 16 ans, il se retrouve en zone libre, il est apprenti tailleur, il est dans une famille de tailleurs, il s'apprête à devenir tailleur, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu la guerre, il serait tailleur, Charles Denner. Il arrive, il se retrouve dans le maquis, dans le Vercors, quelqu'un lui donne le Misanthrope de Molière. Pendant les tours de garde, il a froid, il lit le Misanthrope, il apprend des strophes, et un jour, il y a la bataille du Vercors, il est blessé. Et là, il dit, si je m'en sors, je deviendrai acteur. Il va d'abord devenir acteur du théâtre yiddish en 1946, et puis après, il va avoir la carrière extraordinaire qu'on connaît tous, Charles Denner, et il le dit, sans cette période de la guerre, en fait, j'aurais pas eu la fantastique carrière que j'ai eue. Et en fait, on a comme ça beaucoup de personnages qui vont, en fait, à la faveur de cette période, avoir des destins radicalement différents. En fait, ce que vous dites, ça fait penser à un dicton dans la tradition juive qui dit qu'on ne peut pas juger une personne tant qu'on ne s'est pas trouvé à sa place. C'est-à-dire, en fait, qu'on ne peut pas présumer de ce qu'une personne deviendra en fonction des conditions, des circonstances dans lesquelles, comme vous l'avez très bien dit, une vocation va naître.
tout à fait différente d'ailleurs peut-être de ce qu'on avait pensé être à l'origine. Alors dans votre livre, il y a un passage aussi très intéressant sur l'héroïsme des cadres communautaires, des cadres juifs de la communauté, qui souvent au péril de leur vie ont choisi par exemple de rester pour aider leurs coreligionnaires, alors qu'ils auraient pu par exemple s'enfuir en passant par la Suisse, etc. Donc ça, vous insistez beaucoup sur ce courage qu'il a fallu pour sauver ses frères et sœurs, alors qu'on aurait pu penser d'abord à sauver sa propre personne. Oui, en fait, c'est une idée selon laquelle n'est pas dirigeant communautaire n'importe qui. Ça implique des responsabilités. Ça veut dire que quand on est... Et là, vous avez des personnages, le grand rabbin Kaplan, il reste en France. Le rabbin Chili, il est marié, il a 3 enfants, il est sur Aix-les-Bains. Il pourrait aller en Suisse avec sa femme et ses enfants. Or, au lieu de ça, il reste sur place parce qu'en fait, il participe avec leur réseau relationnel au sauvetage des enfants juifs dont les parents ont été déportés, à l'aide matérielle, spirituelle des juifs qui sont pourchassés. Et là, on a un phénomène qui est particulier en France, c'est que les juifs, dans leurs témoignages, évoquent en fait ce soutien de la part des institutions communautaires et des cadres communautaires, EI, l'OSE, enfin, toutes ces grandes structures qu'on connaît, qui en fait sont restées, les cadres sont restés, ce qui a permis en fait de maintenir et d'aider en fait. Vous aviez des gens qui ne parlaient pas bien français, qui ne connaissaient personne. Pour eux, ça a aidé en fait à vivre dans la clandestinité. Alors que en Pologne, par exemple, malheureusement, bien sûr, la situation était complètement différente, mais malheureusement, beaucoup de cadres étaient partis, ce qui a un peu laissé désemparés et mis à la tête de pas mal d'institutions, enfin des Judenrats, des gens qui n'étaient pas aussi respectables que ça. J'ai pensé aussi au rabbin Robert Meyers de Neuilly-sur-Seine, qui a aidé beaucoup de coreligionnaires, qui auraient pu se sauver. À un moment donné, on lui a proposé de se sauver à Londres, et puis en passant par la Suisse, puis il choisit de rester, et puis il va être déporté avec son épouse, Suzanne Meyers. Donc c'est vrai qu'il y a un héroïsme absolument incroyable de la part de ces gens-là. Il y a autre chose qui m'a beaucoup plu dans votre livre aussi, c'est ce courage de vivre dans ces conditions et même de donner naissance. Vous racontez l'histoire des parents de Jean-Jacques Goldman, qui vont donner naissance au frère de Jean-Jacques Goldman, Pierre Goldman, en pleine occupation, enfin à Lyon, sous un faux nom. Ça m'a rappelé un petit peu les Hébreux dans le livre de l'Exode, qui donnent naissance à des enfants alors qu'on noie les garçons dans le Nil. Donc ça m'a fait penser à ça. Oui, mais en fait, il n'est pas unique. C'est-à-dire que vous avez Friedman, le professeur René Friedman, qui naît en France en 1943. C'est-à-dire que, en fait, malgré tout, malgré les circonstances, il y a un amour de la vie, une soif de la vie, et surtout un désir à tout prix de perpétuer et de garder, de continuer à vivre. Et ça, c'est assez intéressant de voir que vous allez la voir comme ça. Alors, ça se manifeste pendant la guerre, mais on le verra dans les années d'après-guerre. Bien sûr, là, ça va avoir encore plus de personnes. Mais vous avez raison, cette notion pour ce qui est des parents de Jean-Jacques Goldman, c'est extraordinaire parce que en fait, le père est un grand résistant, c'est-à-dire qu'il est responsable des FTP Moy sur la région de Lyon. Il va participer à la libération de Lyon. C'est un héros, complètement ignoré pratiquement pendant toute sa vie. Il sera marchand, il aura un magasin d'articles de sport à Montreuil, et ce n'est que très tardivement qu'on va en fait reconnaître ses mérites. Mais malgré tout, il va avoir ses enfants qui garderont toujours en fait je trouve que ça c'est assez important. Il y a le rôle que vont jouer certaines personnes, mais aussi c'est le souvenir que ces personnes vont donner. C'est-à-dire que, on le sait aujourd'hui, des rabbins, en particulier le grand rabbin Chili, on se réfère, ses enfants, ses petits-enfants se réfèrent à lui parce que c'est des exemples. Et je trouve que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans une situation très particulière, très difficile, en plein cataclysme, c'est là où on voit certains personnages qui s'affirment et c'est des gens qui, au péril de leur vie, vont jouer un rôle important. Alors, un des passages les plus forts peut-être de votre livre, c'est le moment où vous parlez donc du recensement obligatoire des Juifs et du port de l'étoile jaune. Je rappelle pour les enfants, je crois, âgés à partir de 6 ans, âgés de 6 ans et plus. Et là, ce qui est très, très intéressant, c'est le réveil de la conscience juive de beaucoup de Juifs français qui avaient totalement oublié leurs racines juives. Alors, soit ils vont à la découverte ou à la redécouverte de leur identité juive. Et ça, c'était passionnant aussi, parce qu'on avait même parfois des enfants juifs, anti-juifs,
Oui. parce qu'il vivait dans un environnement antisémite. Et je pense à la phrase de Gottlieb, qui est Marcel Gottlieb, c'est terrible. Je fais partie de ces ordures, en parlant des Juifs. Salopards. C'est-à-dire que le petit Gottlieb, Marcel Gottlieb, futur grand dessinateur comique, il est là, il ne sait pas ce que c'est que les Juifs. Il se moque des Juifs, il les traite de salopards. Et un jour, il rentre chez lui et il voit sa mère en train de coudre une étoile jaune sur son manteau. Alors il dit, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ben voilà, il faut que je te dise, t'es juif. Il dit, mais moi, quoi, je suis un salopard. Et pareil, Claude Sarraute, pareil, elle a 13 ans, elle apprend qu'elle est juive. Et son grand-père lui dit, il faut que tu saches, tu es juive, tes grands-parents sont juifs, tes parents sont juifs, et Jésus-Christ était juif. Pour beaucoup de ces gens, en fait, il faut comprendre que être juif, c'est faire partie pendant longtemps de la communauté nationale, et on est juif comme on est breton, comme on est corse, comme on est auvergnat. Bon, c'est une petite origine. Mais là, à la faveur de la guerre, alors que certains ne fréquentent absolument pas les synagogues, certains ont abandonné, c'est une découverte. Et je le raconte, par exemple, Jean Ferrat. La mère n'est pas juive, mais le père est juif. Son père, il sait qu'il est d'origine russe parce qu'il a un accent. Et il voit son père obligé de se faire recenser. Il voit son père obligé de porter une étoile jaune. Sacha Distel voit sa mère avec une étoile jaune. Alors Sacha Distel, dont le père n'était pas juif, n'est pas astreint à l'étoile jaune. Et il dit, quand ma mère vient à l'école, je suis l'enfant de la femme dont tout le monde regarde de travers. Et il va en fait en souffrir, quoi. Et je crois que ça, c'est aussi un événement important. C'est-à-dire que c'est pour beaucoup de personnes une découverte du judaïsme, et puis une découverte d'être différent. Et puis, il y a l'attitude qui est assez intéressante. C'est-à-dire que vous avez les gens qui sont dans les mêmes classes, qui vont avoir des attitudes amicales, d'autres qui vont avoir des attitudes moins amicales. Et je trouve que ça, c'est intéressant. C'est aussi intéressant parce que ça va les marquer à tout jamais. Ça, vous citez Tristan Bernard aussi, oui, qui redécouvre qu'il a des ancêtres juifs. C'est-à-dire qu'il voit, c'est-à-dire qu'il dit, ben voilà, je suis juif, mais pour Tristan Bernard, c'est une découverte. Et c'est Jacques Derrida, par exemple, le grand philosophe, il est en Algérie, parce que je parle aussi de ces juifs d'Algérie, qui est renvoyé de sa classe et qui dit, pour moi, ça a été un tremblement de terre. Vous avez Roger Hanin, qui du jour au lendemain n'est plus autorisé à rester au lycée, et qui dit, mais c'est pas normal. Le décret Crémieux est abrogé. Tout à fait. Et du coup, les enfants juifs d'Algérie sont expulsés des lycées. Voilà. Et là, c'est là aussi où, là, on peut le dire, parce que attitude extraordinaire de la part du rabbinat d'Algérie, qui décide, dès 2 jours plus tard, l'ouverture de classes dans les synagogues, afin que les enfants juifs puissent continuer à poursuivre leurs études. Alors, on a aussi des situations ubuesques. Je pense aux parents de Jean-Marie Lustiger, futur archevêque de Paris. Alors, Jean-Marie Lustiger a été baptisé avec sa sœur avant la guerre. Eux-mêmes sont devenus catholiques. Et puis, ils se posent la question, doit-on ou pas se faire recenser? Oui, c'est des questions très compliquées. Hein. C'est-à-dire que on a, en fait, et c'est là aussi où on a une responsabilité très importante de l'administration française, c'est que les gens, parfois, ne se comprennent pas très bien leur situation. C'est-à-dire que certaines personnes et l'exemple parfait, c'est Lustiger qui est catholique, qui se sent catholique profondément, et là, qui découvre qu'il n'est pas catholique aux yeux des autorités, et qui est obligé de se cacher. Et malheureusement, sa mère, à Lustiger, va être déportée, va mourir à Auschwitz, et il en sera énormément marqué, quoi. C'est-à-dire que... et ça aussi, c'est important, c'est de raconter que vous avez toutes ces personnes dont les parents sont morts, et qui vont rester marqués à jamais. C'est-à-dire que de Georges Perec à Lustiger, vous avez à Sami Frey, des tas de personnes qui vont perdre leurs parents, qui vont être meurtris à un âge où on a besoin de ses parents, et qui savent que leurs parents sont morts pour une seule et unique raison, parce qu'ils sont juifs. Et c'est des enfants qui vont être meurtris, mais au-delà de ça, ils vont réussir en fait à se remettre à une force de résilience extraordinaire qui va leur permettre d'avoir les carrières qu'on connaît. Je pourrais tester encore deux réactions intéressantes. Il y a aussi le père de Simone Veil, ancien combattant de la guerre 14-18,
qui ne comprend pas comment on peut le stigmatiser, l'exclure de la société française, lui qui a tant donné à la France. Oui, mais en fait, c'est l'interrogation pour toutes ces personnes. De Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à la fois... En fait, il y a des gens qui vont arriver, qui vont montrer leurs certificats, les médailles de leurs grands-parents. Il y en a un qui montre que son arrière-arrière-grand-père a participé à la bataille de Waterloo. Non, vous êtes juif aux yeux. Alors, au début, c'est assez... c'est ça le problème, le grand problème. C'est qu'au début, c'est un recensement. Puis après, c'est le marquage avec l'étoile jaune. Et le troisième temps, c'est les rafles. Et c'est vrai que la prise de conscience du danger, elle est progressive. Et c'est vrai que, bien sûr, dans le livre, je montre les réactions des enfants qui découvrent progressivement ce danger. C'est-à-dire que, bien entendu, au début, quand Jean Ferrat voit son père avec une étoile jaune, il est surpris. Mais c'est après, quand il voit que lui aussi risque quelque chose, il va comprendre la peur. Et là, Jean Ferrat, qui est né dans une famille absolument pas communiste, va découvrir, en fait, à travers les persécutions dont sont l'objet les Juifs, il va comprendre qu'il y a un sentiment d'injustice et ça va nourrir, en fait, le personnage et sa personnalité véritablement engagée sur le plan politique. Il y a aussi le grand philosophe Henri Bergson, qui était tout près de se convertir au christianisme, et puis qui, par solidarité avec ses coreligionnaires, y renonce et va se faire recenser. Il va se faire recenser parce qu'il faut qu'il soit juif. C'est ça. Et puis, il y a des gens qui vont, en fait, carrément... et là, on est dans le musée d'art et d'histoire du judaïsme, mais vous avez un Pierre Dac, qui a fait la guerre de 14, dont le frère est mort à Verdun, qui est juif français depuis des générations, et qui, lui... Pareil, il redécouvre qu'il est juif, à cette occasion, non pas parce qu'il le ressent, ce sentiment de judaïsme, mais par le regard, par les attaques. C'est-à-dire on les attaque parce que juifs. Et ça, c'est terrible. Et donc, pour beaucoup, beaucoup vont rentrer dans la résistance, je l'explique dans le livre, mais en essayant de mettre le fait que s'ils sont rentrés dans la résistance, c'est parce qu'ils étaient juifs. Alors, il y a aussi un point très traumatisant pour beaucoup d'enfants. Vous l'avez cité tout à l'heure, c'est l'obligation de changer de nom. Vous citez dans votre livre Daniel Echter, oui, qui du coup après la guerre voudra donner la plus grande... Oui, mais c'est ça aussi qui est terrible. Personne n'imagine cette situation. Il a 4 ans ou 5 ans, sa mère lui dit « Tu ne t'appelleras plus Daniel Echter, tu t'appelleras Daniel Caudron ». Et il dit « Moi, je m'appelle plus Rosie Echter, je m'appelle Rosie Caudron ». Et là, il explique de façon très simple dans sa biographie que ce sentiment de ne plus avoir le nom d'Echter va le marquer alors qu'il a 4-5 ans. Et après la guerre, il va se réapproprier ce nom. Et il le dit, et je trouve que c'est très fin comme raisonnement, c'est à chaque fois qu'il verra son nom sur des boutiques ou sur des chemises, c'est une sorte de revanche pour cette période de la guerre. En fait, ces enfants juifs vont... ou le petit Gottlieb. Gottlieb, il est dans une famille de paysans, des salauds. La mère envoie des colis au petit Gottlieb, à son fils, pour qu'il puisse manger. Elle lui met à manger, elle lui met des affaires. Les paysans veulent la nourriture, les confitures que la mère lui envoie, et les paysans ne lui donnent que 2 choses, des crayons de couleur que sa mère lui a envoyés. Alors lui, il n'a plus que les crayons de couleur. Il est chargé en fait de garder une chèvre. Alors il va se mettre à dessiner et plus tard, quand il écrira, il gardera en fait cette marque de cette période. Et ça, c'est aussi la force des Juifs. C'est-à-dire que, en fait, ils auraient pu être des névrosés totales, et au lieu de ça, ça a été une période où ça leur a... comme je le dis, c'est-à-dire que c'est une période où, quand on parle du changement de nom, je pense souvent également à Gainsbourg. Gainsbourg qui doit s'appeler Gainsbar pendant la guerre. Mais quand on connaît le personnage de Gainsbourg, provocateur, est-ce qu'il aurait été autant provocateur s'il avait eu une vie de Monsieur Tout-le-Monde ? Non. Et c'est ça qui est important, c'est que, en fait, la période de la guerre va les transformer. Mais il n'y a pas que les Juifs, il y a les non-Juifs, et je le dis, oui. Le jour du Lutetia... Vous citez Louis, moi j'ai bien aimé Louis de Funès. Oui, mais il y a des tas de personnages, mais en fait...
vous avez des gens, enfin je raconte Louis de Funès très rapidement, Louis de Funès il n'est pas du tout comique, il joue du piano dans une boîte de jazz, enfin pas de jazz, dans une boîte à Pigalle. Et à chaque fois qu'il y a un officier allemand, il voit les serveurs obséquieux, et là il les regarde. Et plus tard, quand il va jouer le rôle de comique dans des restaurants, de chef restaurateur, enfin il va s'inspirer de ces personnages. En fait c'est ça aussi, et puis en même temps, il y a à la fois, on regarde un petit peu, on prend un peu d'inspiration, et puis parfois il y a également le révélateur. C'est-à-dire que, et là, par exemple, quand les Juifs reviennent de déportation, les déportés reviennent, ils sont hébergés à l'hôtel Lutetia, et on mobilise des boy scouts pour aider les déportés à descendre des bus. Et là, parmi ces jeunes scouts, il y a Michel Rocard, il y a Pierre Bellemare, et Michel Rocard dit, il a 15 ans, et il dit, en voyant les déportés, j'ai compris ce que c'était que les dangers du totalitarisme, et ça a été le point de départ, en fait, de ma conscience politique. Et là aussi, c'est-à-dire que, en fait, on a comme ça des gens qui prennent conscience, en fait, des dangers, et puis en même temps, tu as des gens qui, ce que j'explique, c'est que chacun tire de cette période ce qu'il en a voulu, enfin, et en fait, quand on voit certains ouvrages, certains romans, certains films, tout est souvent puisé dans des souvenirs que les gens ont laissés enfouis. Et l'exemple parfait, je crois qu'un des plus grands cinéastes, enfin un des plus connus, c'est Claude Lelouch. Claude Lelouch va être très marqué par cette période, puisque quand il raconte que sa maman, parce que c'est un enfant dissipé, il se cache dans les cinémas pendant les rafles, il passe des journées dans les cinémas, dans les salles obscures, et c'est là où il découvre véritablement le cinéma. Au sujet de Claude Lelouch, je voudrais revenir sur ce personnage, parce que vous avez cité tout à l'heure le comportement indigne des paysans à l'égard de Gottlieb. Là, pour le coup, Claude Lelouch va être sauvé par une institutrice, lorsqu'on va lui demander de se déculotter pour voir s'il est circoncis ou pas. Et là, il va y avoir cette institutrice qui va vraiment le sauver. Oui, c'est assez intéressant parce que Claude Lelouch, dont le père s'est réfugié en Algérie, s'est retrouvé en France avec sa mère, pourchassé. Il va découvrir un petit peu, partout la France. Et à un moment, on demande aux enfants de se déculotter. Et là, il y a une institutrice qui va dire non, cet enfant a eu une intervention, on a été obligé de réaliser une intervention thérapeutique. Et ça va le sauver. Et en fait, c'est ça aussi la France. C'est-à-dire qu'on connaît tous ces justes parmi les nations qui ont aidé des Juifs, qui ont laissé un nom, mais à côté de ces justes, il y a des tas de personnages. Mais assez intéressant dans ce personnage de Lelouch, c'est le personnage en lui-même est un enfant, il le raconte, il dit qu'il est un enfant dissipé. Sa maman, pendant les rafles, trouve l'idée de cacher son enfant dans un cinéma, dans une salle obscure, parce qu'elle se dit au moins personne ne va rentrer pour vérifier les identités. Et il reste toute la journée comme ça, à voir 1, 2 fois le même film, 3 fois le même film, et il va nourrir pour le cinéma un amour incommensurable. Et il dira il le dit lui-même que c'est vraiment le début de sa vocation. Et c'est vrai que dans plusieurs films, il met en scène certains événements qui l'ont marqué pendant la guerre. Et je crois que quand il raconte les arrestations, quand il raconte la traque des enfants, quand il raconte cet épisode, il le raconte, cet épisode de la circoncision, mais il raconte également le retour des déportés, c'est autobiographique. Et ça, en fait, on a beaucoup comme ça de réalisateurs, d'acteurs qui ont en fait raconté ces événements, alors parfois très tôt comme Claude Berry, avec Le vieil homme et l'enfant, où il raconte son histoire, mais parfois il faudra attendre de nombreuses années pour que les gens racontent cette histoire. Et je crois que ça va pour beaucoup, ça va être une histoire assez poignante, assez prégnante. Et puis, je crois que ce qui est aussi important, c'est quand vous parlez de... C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer, c'est prendre un enfant et lui dire qu'il a une autre identité. Vous imaginez, c'est-à-dire que nous, on a tous des enfants, et imaginez-vous ces parents juifs, à la fois cette culpabilité, c'est-à-dire mon fils, c'est pas de ma faute, tu es juif, c'est comme ça, mais il va falloir, à partir de maintenant, tu n'es plus ce que tu es. Et donc, on explique par exemple que Georges Perec, qui a fondé, dont la littérature est très empreinte du souci du détail, on pense que d'avoir dû en fait
oblitérer une partie de sa vie, ça nourrit en fait le futur. Parce que ça aussi c'est important, c'est se rappeler qu'on ne s'appelle plus un prénom juif, c'est-à-dire qu'on prend un autre prénom, qu'on prend un autre nom, qu'on ne dit pas que ses parents s'appellent Abraham ou Moïse ou Isaac, etc., et que sa maman ne s'appelle pas Rachel Sarah. Donc en fait ça c'est aussi important. En fait moi je crois qu'on n'a jamais insisté sur cet aspect qui est à mon avis très important pour beaucoup de ces enfants. Et puis on sait dans la tradition juive combien le nom est quelque chose d'essentiel, même pour la transmission d'une identité. Il y a peut-être un exemple qu'il faut absolument citer aujourd'hui parce que j'ai trouvé très beau, c'est l'exemple du mime Marceau. Parce que lui aussi a changé de nom, mais lui il était aussi passeur d'enfants donc en Suisse. Et vous racontez aussi comment il est devenu mime par la force des choses. Oui, alors le mime Marceau, en fait, son père est boucher cachère à Strasbourg. C'est le cousin de M. Loinger, qui est décédé il n'y a pas longtemps, à l'âge de 105 ans, qui était un grand résistant. Et là aussi, le mime Marceau, il est en fait étudiant en art décoratif. Et il fait des très beaux faux papiers. C'est-à-dire, c'est vraiment un artiste. Il est recherché par la Gestapo parce qu'on se demande qui est cette personne qui fait des papiers véritablement extraordinaires. Et puis, on lui demande d'emmener des enfants juifs en Suisse. Obtenez le silence. Vous, monsieur le rabbin, vous savez ce que c'est difficile d'obtenir le silence d'un enfant juif. Et là, il a une idée de génie. Il leur dit « Chut, je suis un mime, vous allez faire ce que je fais. » Et il établit un mime, et il fait « On va pendant 1 heure, vous vous taisez, on fait un jeu de mime. » Et il voit que les enfants sont subjugués, que les enfants se taisent, et il découvre à ce moment précis, en faisant passer la frontière suisse à ses enfants juifs, qu'il a un réel talent, qui va en fait par la suite continuer à faire. Et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est comment d'un événement, mais des événements, on en a comme ça des centaines, et je crois que souvent vous avez des gens qui vous racontent des histoires et ils ont eu une vie pendant la Seconde Guerre mondiale qui leur a permis en fait de faire des choses extraordinaires qu'ils n'auraient jamais pu faire. C'est-à-dire, que serait devenu le mime Marceau, peut-être un étudiant en art décoratif, que serait devenu Monsieur Trigano, il continuerait à faire comme faisait son père. C'est-à-dire que c'était une spécialité juive, c'était de vendre des étalages sur les marchés, parce que, des toiles de tente. Mais non, c'est cette période de la guerre qui va leur donner un fantastique amour de la vie, une envie de vivre. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous prenez une personne, que vous lui dites « tu ne pourras jamais faire de chansons comme Barbara », ou quand tu prends une personne comme « tu ne pourras jamais être un acteur parce que tu es juif », quelle est la première chose qu'il fait quand il y a la libération ? Il fait ce qu'il avait envie de faire. Et je crois que ça, c'est aussi extraordinaire. Et nous, on le voit beaucoup, parce que... Et c'est là, j'ai pris ces gens célèbres, et c'est vrai qu'il n'y a pas que, il y a des tas de gens qui ont eu comme ça des vies bouleversées. Et je trouve que ces gens qui, bien souvent, ne racontaient pas cette période de la guerre, moi, je trouve que ce que j'ai toujours retenu de toutes ces périodes, de tous ces personnages, c'est un fantastique amour de la vie, une soif de réussite, une soif de profiter de la vie, et une soif aussi de faire en sorte que leurs enfants vivent une vie extraordinaire. Enfin, c'est assez extraordinaire de voir comment, en fait, de cette période, malheureusement, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, mais tous ces personnages ont décidé, en fait, et tous ces juifs qui ont survécu, ils ont décidé de faire des belles vies et de profiter pleinement de la vie. Moi j'ai relevé aussi l'ironie de l'histoire, parce que la guerre, c'est long. Et vous citez dans votre livre des artistes non juifs qui ont aidé des juifs pendant la guerre et qui, après la guerre, se retrouvent accusés de collaboration. Et ce sont ces juifs qui viennent témoigner en leur faveur. C'est aussi un aspect... oui, l'exemple parfait, tout à l'heure on a parlé de Tristan Bernard. Tristan Bernard, il est arrêté. Il se retrouve à Drancy. Et aussitôt, Sacha Guitry intervient pour faire libérer Tristan Bernard. Et il y arrive. Que fait Tristan Bernard à la Libération ? Sacha Guitry, qui a été quand même, qui a fait preuve d'une collaboration très forte avec les Allemands, c'est-à-dire qu'on voyait dans beaucoup de réceptions, qui a bien profité pendant cette période de la guerre, Tristan Bernard vient au secours de Sacha Guitry. Vous avez Édith Piaf,
Édith Piaf, qui chante, qui part 2 fois en Allemagne, elle se retrouve à la Libération, elle a Norbert Glansberg, qui est celui qui lui fait les mélodies de ses chansons, qui vient et qui témoigne en sa faveur. Mais Maurice Chevalier, pareil. En fait, vous allez avoir des gens qui vont collaborer, qui vont se trouver en fait le juif qu'ils ont pu aider pendant la guerre. Parce que, en fait, c'est une période, malheureusement, ni blanche, ni noire. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'il y a des gens, comme on le dit, enfin, c'est pas moi qui le dis, mais vous avez beaucoup de gens qui vont avoir une attitude, qui vont être véritablement des salauds de la pire espèce. Et puis, il y a des gens qui sont attentistes, il y a des gens qui aident, et puis il y a des gens qui, même s'ils sont un peu collabos, ils aident de temps en temps des juifs, qui va donner après donner lieu à des situations parfois qui sont un petit peu amusantes, parce que il y a des gens qui vont témoigner comme ça pour des salauds de la pire espèce. Il y a des gens qui observent aussi, qui peuvent, je pense à Valéry Giscard d'Estaing, qui voit la rafle, les autobus qui passent avec les juifs. Oui, alors très triste. C'est ça aussi qui est important et que j'explique dans l'ouvrage, c'est-à-dire que j'ai lu les biographies et je me suis intéressé aux biographies de Michel Piccoli ou de Jean Rochefort, de Giscard, en fait, ou même Truffaut. C'est-à-dire que c'est des gens qui racontent que dans le cadre du lycée, ils ont vu des enfants avec des étoiles jaunes, qui racontent un petit peu leur tristesse quand les enfants disparaissent. Et Giscard, je trouve que Valéry Giscard d'Estaing témoigne, il dit... La nuit du 16 juillet 1942, j'ai pas pu bien dormir parce que je voyais passer les autobus remplis de juifs qui hurlaient. Et là, c'est triste parce que ça témoigne de la situation. C'est-à-dire que vous avez des gens, quand vous leur demandez « Qu'avez-vous fait ? Est-ce que vous vous souvenez de la rafle du Veldiv ?» Des non-juifs te disent « Je ne m'en souviens pas ». Or, des gens vous disent « Non, je me souviens ». Et donc, je raconte souvent, c'est-à-dire que, et c'est là le travail extraordinaire de Serge Klarsfeld, c'est-à-dire que quand on voit tous ces juifs, ces enfants juifs qui ont été déportés un peu partout dans Paris, on se dit comment une personne n'a pas pu être témoin, a pu être aussi aveugle à la souffrance. Et je crois que ça, c'est intéressant aussi de voir. Et là, je raconte toujours cette histoire c'est des situations un peu buesques, parce que, par exemple, les parents de Françoise Sagan elle le dit, ils sont antisémites, mais ils sauvent des juifs. Les parents d'Aznavour sauvent des juifs. Les parents de... En fait, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que... Mais c'est des gens qui ne vont pas obtenir la médaille des justes, mais ils vont aider à un moment donné. Et ça, c'est aussi une des forces de la société française, d'avoir compté, et je crois que les Juifs ont compté sur, bien sûr, des tas de gens qui les ont aidés, qui leur ont permis, en fait, de s'en sortir. Et quand tout à l'heure, on a parlé des rabbins, si beaucoup de rabbins ont pu mettre en place des réseaux de sauvetage d'enfants juifs, c'est grâce à leur collaboration et aux collaborations étroites qu'ils ont pu établir avec des pasteurs protestants, avec des hommes d'église avec lesquels ils avaient des liens. Ouais. L'abbé Pierre aussi, qui a beaucoup aidé. Alors l'abbé Pierre, oui, on connaît la suite, qui n'est pas toujours glorieuse pour le personnage, mais en tout cas, pendant la guerre, il aide au sauvetage des enfants juifs. Et ça aussi, c'est aussi une situation très, très française. C'est-à-dire que c'est vrai que la majorité des Juifs de France ont pu être sauvés grâce à l'action de tous ces personnages. Mais quand on referme votre livre, finalement, on ressort avec beaucoup de notes d'optimisme. Je crois que c'est ce que vous avez voulu transmettre. Oui, c'est ça. Et puis, quelque part, les circonstances exceptionnelles créent des êtres exceptionnels. Oui. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que la période de la Seconde Guerre mondiale a donné naissance... Enfin, il y a des personnalités qui ont émergé, qui vont en fait marquer pratiquement toute la deuxième partie du XXe siècle. Et c'est ça que je retiens. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les hommes les rabbins, on parle souvent de la longévité en tant que grand rabbin, comme le grand rabbin Kaplan, mais une personne comme ça, qui a eu une telle action pendant la Seconde Guerre mondiale, ou comme le rabbin Chili, c'est normal qu'ils ont poursuivi en fait ce qu'ils avaient commencé. Et ces rabbins vont être formidables parce que quand 20 ans plus tard, il va y avoir l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, ils vont en fait organiser d'une façon extraordinaire
comme ils avaient organisé pendant la guerre. C'est-à-dire l'accueil, l'organisation à une vitesse grand V. Et ça, c'est aussi quelque chose. Parce que quand on parle des sauvetages des enfants juifs pendant la guerre, c'est une attitude qui est très rapide. Ça dure sur l'espace de quelques semaines. Voilà. Un des sujets les plus émouvants que vous abordez dans votre livre, c'est évidemment le retour des déportés, enfin de certains déportés qui ont pu survivre à la guerre, donc qui retournent et qui se trouvent notamment à l'hôtel Lutetia. Et là, il y a des témoignages très émouvants justement sur cette situation de ces Juifs qui recherchent des proches survivants, beaucoup d'enfants aussi qui se retrouvent complètement abandonnés. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? En fait, il y a un choc. Au cours du printemps 1945, c'est l'arrivée le retour des premiers déportés. C'est-à-dire que pour beaucoup de Juifs, il y avait eu des rumeurs, il y avait eu des émissions radio, il y avait eu des articles de journaux clandestins qui faisaient état d'extermination de Juifs. Mais pour beaucoup de Juifs n'avaient plus de nouvelles de leur famille. Et alors qu'on fêtait la libération de la France, tout le monde était content, il y avait un esprit d'allégresse. C'est une joie, c'est-à-dire on peut à nouveau sortir, il n'y a plus de couvre-feu, il y a la liberté totale. On attend une chose, c'est le retour des déportés. Le retour des enfants qui ont été déportés, le retour des mères, le retour des pères. Et en fait, dans mon ouvrage, je me suis attaché au destin du petit Gottlieb qui arrive, dont le père a été déporté, et puis il attend avec sa mère, et il va tous les jours à l'hôtel Lutetia, comme beaucoup d'enfants juifs, voir les gens qui arrivent et qui montrent une photo de son père pour dire « Est-ce que vous connaissez cette personne ?» Et personne ne connaît. Et il raconte cette phrase qui est terrible. C'est à un moment, on sait qu'il y a le dernier convoi des déportés qui, vers le mois de juillet, début juillet, ou fin juin, début juillet, qui arrive à Paris. Et on sait qu'après, il n'y aura plus de déportés. Et là, il raconte comment ils prennent conscience. Et là, comme dit Jean Ferrat, il dit pendant longtemps, il avait l'espoir que son père allait rentrer. Et là, il prend conscience que son père ne reviendra pas. Et là, c'est la découverte à l'hôtel Lutetia de l'ampleur de la Shoah. Et là, je trouve que, là aussi, grande action du judaïsme français, enfin de la communauté, c'est qu'en fait, on va tout faire pour assurer à ces enfants juifs qui étaient orphelins, à ces enfants juifs qui avaient souffert, des colonies de vacances pendant l'été 45, des patronages, on reconstruit ces enfants. Et beaucoup de ces enfants qui sont orphelins vont trouver dans ces maisons d'accueil de Lozé un amour, une éducation nouvelle. Et puis, on leur laisse libre cours à leur expression. C'est-à-dire, c'est Popek qui va... En fait, qui raconte qu'il fait ses premiers spectacles dans le cadre d'une maison d'enfants. En fait, les gens réapprennent à vivre. Et je trouve que ça aussi, c'est une des caractéristiques, c'est ces éducateurs juifs qui ont apporté à nouveau un amour de la vie à ces enfants. Et ce processus éducatif, on le retrouvera par la suite. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les colonies de vacances. On a un processus éducatif qui fait que pour ces enfants juifs, il n'y avait pas de famille à la campagne. Il n'y avait pas la grand-mère, la maison des cousins où on se retrouve entre cousins. Ça n'existe pas. On va en colonie. Et donc, chez les Juifs, les colonies de vacances, ça va se poursuivre comme ça. Et on réunit ces enfants pour leur donner à nouveau un amour de la vie. Il y a toujours l'espoir. Je crois que ce qu'on va vraiment retenir de votre livre, c'est ces très belles leçons d'espoir. Merci beaucoup, Bruno Alimoa. Merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt.